Locomotive, les locaux motivent les locaux. Mais pas que, parce qu'ils peuvent motiver d'autres personnes. Locomotive, c'est vous qui avez la parole. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Locomotive où je reçois pour la deuxième fois Stéphanie Bonadio que nous avons eu le plaisir de recevoir l'an dernier pour ses mésaventures arrivées au centre Curie de Paris pour refus de soins. C'était le 3 décembre 2021. Stéphanie, bonjour. Je vois que tu es accompagnée par quelqu'un que je ne connais pas et que je vais laisser se présenter. Allez, bonjour à vous deux. Coucou. Bonjour Sébastien, c'est Alexandre Bellas, donc je vais réaliser le film avec Stéphanie. On s'est rencontrés donc en fait par le jeu d'une autre présentation d'une autre Stéphanie parce que je cherchais une figurante pour un de mes films récents. Et puis finalement, de fil en aiguille, elle m'a présenté ce projet. Voilà, donc je ne vais peut-être pas trop le développer tout de suite. D'accord. Alexandre, bonjour. Alors Stéphanie, comment tu vas depuis la dernière fois qu'on s'est eu sur ce plateau? Écoute, ça va. Je suis en rémission de mon cancer et pour l'instant, écoute, ça se passe plutôt bien. Et tu es allé jusqu'au bout de ton parcours thérapeutique, allopathique avec le centre Marie Curie. Je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé au mois de décembre. Je suis pas allée au bout justement de mes traitements. D'accord. Je voudrais juste qu'on fasse une petite aparté sur ce qui s'est passé rapidement le 3 décembre 2021 devant l'Institut Marie Curie pour ceux qui n'auraient pas eu vent de tes mésaventures. Est-ce que tu peux nous raconter ça succinctement? Alors, le 3 décembre 2021, j'ai été confrontée à un refus de soins à l'Institut Curie parce que mon pass sanitaire, qui avait une validité de 24 heures, n'était plus valide ce jour-là. Cela faisait suite au fait que, la veille, j'étais déjà à l'hôpital avec mon pass sanitaire, mon test que j'avais réalisé. Oui. Il n'était plus valide puisqu'il n'était valable que 24 heures, sachant que lorsque vous êtes malade, il faut une ordonnance de votre médecin, aller faire le test en laboratoire avant midi pour avoir les résultats le soir. Et donc, ces tests-là, fallait les faire la veille de chaque rendez-vous. Mais comme le jeudi 2, j'étais déjà à l'hôpital toute la journée parce que je préparais mon opération que j'allais avoir la semaine qui suivait, je n'ai pas eu le temps de retourner chez le médecin, avoir une ordonnance, faire le test pour avoir mon pass pour le vendredi. Donc, j'ai tenté avec le pass de la veille et ça a bipé invalide. D'accord. Et je rappelle au passage, pour ceux qui se souviennent, que ces tests étaient payants à l'époque. C'est ça. C'est pour ça que pour avoir la gratuité, on avait la possibilité d'avoir cette ordonnance. Mais les médecins n'antidataient pas les ordonnances. Donc, à chaque fois, je devais aller chez mon médecin traitant, faire la queue chez mon médecin traitant, avoir cette ordonnance, ensuite retourner au laboratoire, faire le test pour ensuite avoir les résultats. L'hôpital ne me donnait pas d'ordonnance alors qu'il savait très bien que voilà, j'avais besoin de faire ces tests-là pour pouvoir rentrer à l'hôpital. Ça, c'est complètement fou quand même pour une pathologie comme la tienne qui était sur un traitement long, que dans cet hôpital, en tout cas, on ne te donne pas systématiquement un renouvellement de ce fameux pass pour justement que tu puisses avoir accès, je n'ai pas envie de dire continuellement, mais on va dire journalièrement, on va dire. Et ça, il n'y a pas eu moyen de discuter avec quelqu'un, même ton oncologue, je ne sais pas, de l'époque. Justement, en fait, à la suite de ce refus de soins, j'ai été en contact avec une avocate et le soir même, cette avocate a fait un courrier à mon oncologue dans lequel elle stipulait elle connaissait ma situation, elle aurait pu le faire. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait? Et là-dessus, quelle a été sa réponse? Aucune. Ah, d'accord. Ok, bon, super. Sa réponse, si tu veux, je l'ai revue le début janvier quand elle m'a annoncé la rémission. Et quand je lui ai dit, je voulais revenir sur le sujet, sur ce qui s'était passé, elle ne le souhaitait pas.
Et je lui ai dit, est-ce que j'ai trouvé que c'était inadmissible ce que vous avez fait. Elle m'a dit, si c'était à refaire, elle le referait. Donc, pour elle, recevoir un mail en lui disant qu'elle aurait pu me donner des ordonnances, en gros, elle s'en fichait un petit peu. Donc, je lui ai dit, vous n'êtes plus médecin, vous êtes un vigile, changez de métier. Je n'ai plus confiance en vous. Elle m'a simplement dit, si vous n'êtes pas content, changez de référent. Donc, je pense que même le mot de l'avocat ne l'a pas fait tant réagir que ça. Ça m'a perturbé. Oui, en fait, il y a une espèce d'omerta. Ils sont un petit peu, ils se prennent un petit peu. J'ai eu l'impression, en tout cas dans ce cas-là, elle s'est prise un petit peu pour quelqu'un qui était au-dessus des lois, au-dessus j'ai envie de dire au-dessus de vraiment son cœur de métier, c'est-à-dire de soigner quelqu'un. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont devenus des vigiles et des juges. On est constamment jugé à chaque consultation. Et ils sont obligés de nous donner leur opinion. Je te donne un exemple. Ce jour du refus de soins, le 3 décembre, j'ai quand même un chef de service. En tout cas, c'était pas un médecin, mais c'est quelqu'un qui avait une fonction plus élevée. Elle est sortie de l'hôpital pour me dire le Covid est plus grave que votre cancer. Et j'ai des témoins qui étaient présents lorsqu'elle m'a dit ça. Faites-vous vacciner, regardez, j'ai mes 3 doses, ça réglera vos problèmes et regardez, moi je suis en pleine forme. Oui, en fait, ils sont continuellement dans ce narratif et aujourd'hui, j'ai envie de dire, manque de bol pour eux, ça sort un petit peu partout quand même. On voit bien les effets secondaires de toutes ces injections. Et malgré tout, on voit bien aussi au niveau politique, puisque pour moi, cette crise n'est que politique. On voit bien que toutes les mesures qui ont été appliquées depuis mars 2020 n'ont été que politiques. La crise n'a jamais été que sanitaire, elle a été surtout politique. Et c'est les politiques qui mènent en fait la danse. Et on voit bien le positionnement aujourd'hui de notre ministre de la Santé, qui lui dit à tout va. Bon, il n'y a pas d'effet secondaire, continuez à vous faire vax. Et du coup, on ne parle plus de dose, mais maintenant, on parle de rappel. Donc, on a changé de langage un petit peu pour rassurer les gens, dire ouais, je fais un rappel, en fait. Et on ne sait toujours pas ce qu'on se fout dans les veines. Mais voilà, et on ne sait toujours pas de quoi ça protège, puisque de plus en plus, on se rend compte que ceux qui ont reçu cette injection, parce que beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que ce ne sont pas des vaccins. Donc, cette injection ne protège ni de la transmission, ni de la maladie, ni des formes graves. Voilà. C'est ça. Et puis, comme tu dis, les injections, quand j'ai eu mon premier rendez-vous avec la référente, c'est l'une des premières choses qu'elle m'a demandé, est-ce que j'ai été injectée? Donc, je lui ai dit que non. Et là aussi, tu vois, ils ont joué sur la peur, sur la faiblesse des gens en me disant, mais il faut que vous soyez injectés. Parce que si vous attrapez le Covid, on devra arrêter vos traitements le temps de guérir, de vous soigner du Covid. Donc, tu vois, il y a on met la peur aux gens en leur disant, mais on va peut-être pas vous soigner de votre cancer, on va devoir arrêter vos traitements, ça peut être grave, etc. Et c'est comme ça qu'ils jouent, tu vois. Mais moi, j'ai dit, mais c'est pas grave, on arrêtera les traitements le temps que je guérisse du Covid. Et je dis, en attendant, je ne l'ai jamais attrapé pour l'instant. Et pour le coup, je ne l'ai jamais attrapé. Oui. Et puis en plus, c'est pas comme s'il s'agissait d'une maladie mortelle. Je suis désolé, mais les chiffres à la clé, quand même, le taux de létalité, il est vraiment super minime. Il est beaucoup plus faible on va comparer avec la grippe. Il est beaucoup plus faible que la grippe. Et puis, si on reprend dès le début, quand les médecins traitaient cette maladie respiratoire dont ils n'avaient aucun retour, on va dire, ils soignaient avec des traitements classiques, type antibiotiques, etc. Et régulièrement, ils sauvaient des gens. Effectivement, ils ne sauvaient pas les gens qui avaient des systèmes immunitaires dans les chaussettes, mais j'ai envie de dire, quand on a un système immunitaire dans les chaussettes, malheureusement, peu importe ce qu'on va choper, si notre système immunitaire n'est pas capable de nous rebooster, c'est dur à dire, mais on est mal et on peut y passer, quoi. Là, on constate bien que l'injection a complètement détruit le système immunitaire des gens.
Et donc, moi, j'avais fait le choix de booster mon système immunitaire autrement, tu vois, et c'est ce que j'ai fait part à l'oncologue. Bon, elle voulait absolument que je me fasse injecter, mais ce jour-là, je suis venue pleine d'ambition en lui disant que je souhaitais, en parallèle de mes traitements, y associer la médecine douce. Oui. Surtout pas, ne faites pas ça, ça va compromettre votre traitement. Mais par contre, m'injecter quelque chose dont elle ne connaît pas sa consistance, ni rien du tout, qui est arrivé là en quelques mois, ça ne la dérangeait pas. Non, et c'est là que, encore une fois, on voit bien que c'est politique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun raisonnement logique, il n'y a aucune remise en question, parce que normalement, un scientifique, quand il a un doute, il remet en question. La science, c'est ça, c'est ça la science. remettre en question tout le temps, en permanence, c'est ce qui fait avancer justement la science. Et là, pour le coup, vu que c'est verrouillé par de la politique, on ne remet rien en question et on propose un seul choix, celui de l'injection. À aucun moment, on te dit tu vas pouvoir remonter ton système immunitaire de telle et telle sorte, tu vas pouvoir le soigner avec ça. On l'a bien vu sur le continent africain, que tout le monde donnait comme un des énormes perdants qu'il fallait, oh là là, la chance qu'on a en France, vous vous rendez compte, nous ici, on ne paye pas, l'injection est gratuite, vous vous rendez compte, les pauvres en Afrique, ouais, mais en Afrique, ils se sont soignés avec la chloroquine et l'hydroxychloroquine, ils maîtrisent parfaitement. Moi, je suis partie en Afrique et clairement, ils n'en veulent pas de ces injections. Et pour te dire, on m'a dit, ah oui, vous, avec vos maladies de blanc, ils ont bien compris. Voilà. C'est vrai que c'était vraiment en action politique parce qu'on a vu qu'il a été organisé vraiment une action comme les politiques aiment bien diviser pour régner. Hein, c'est une maxime vieille comme le monde. Et donc là, on a bien vu qu'ils essayaient à tout prix de cultiver cette ségrégation entre les vaccinés et les non vaccinés en créant des communautés en fait qui s'opposent et qui se trouvent hostiles les unes aux autres, alors qu'en fait la question centrale, enfin pour moi, c'était vraiment la liberté, le consentement du patient. Oui. Et la liberté de choix, en fait, de pouvoir se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner. En fait, toutes les personnes qui ont connu, j'ai envie de dire, une tyrannie dans un pays, qui ont connu une dictature, j'ai envie de parler des anciennes, des personnes qui ont connu malheureusement la Shoah, qui sont encore en vie, le disent et ont été les premières à se positionner en disant « Attention, on nous rejoue le jeu ». Des nazis en 1938, quand ils sont arrivés en disant que les Juifs étaient porteurs de tel ou tel type de maladie, je ne me souviens plus de laquelle, et c'était pour ça, entre autres, qu'il fallait les identifier. Donc, on est parti sur le même scénario. Ouais. On a juste changé les noms, on a donné un truc un peu plus sexy, moderne, et puis on a mis derrière toute une panoplie liberticide, hein, c'est-à-dire les passes sanitaires. On a mis en place les confinements. Depuis quand, dans la science, on confine des gens bien portants ? Lors de la grande grippe espagnole, on a confiné les malades, on n'a pas confiné les gens bien portants. Donc, on a rejoué tous ces scénarios-là et on a testé à échelle, malheureusement, à grandeur nature. On a retesté des choses sous forme informatique avec des passes et aussi on a testé le crédit social à la chinoise. C'est-à-dire qu'on a donné aux Français pour qu'ils se calment, et j'ai envie de dire au monde entier, on a donné des fameuses subventions. Pour les artistes, on leur a donné une année blanche. C'est pour ça qu'il y a très peu, voire zéro artistes très connus qui se sont positionnés. On est d'accord. On a également donné à des entreprises le droit d'avoir X% de leur chiffre d'affaires ou de retrouver leur chiffre d'affaires perdu. Pour les restaurateurs, etc., on leur a donné beaucoup de subventions. C'est pour ça que quand on a demandé à ces gens-là, en tout cas pour les restaurateurs, les cafés, etc., d'appliquer le pass sanitaire, ils l'ont fait volontairement et sans poser de questions, puisque de toute manière, on les avait nourris et tu ne vas pas mordre la main qui vient de te nourrir. Donc, il y a eu quand même, à l'échelle mondiale, des tests comme ça qui ont été réalisés avec succès. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de réunion, de collectifs qui ont empêché tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que quasiment 3 ans après tout ça, on est toujours dans le même système, on est toujours dans les mêmes interrogations. Et finalement, dans le camp des gens qui veulent mettre tout ça en place, il n'y a rien qui les arrête.
Je veux dire, c'est très bien qu'on ait eu tous ces gens pour nous alerter, pour nous dire attention, voilà ce qui se passe. Mais maintenant, j'ai envie de dire, pour qu'on passe à la vitesse supérieure, c'est vraiment le système qu'il faut remettre en place et se positionner en comment on remet un système archaïque en place qui ne sert qu'une caste. Et ça, c'est en place depuis des millénaires. Comment on remet tout ce système de soumission en place et qu'on fait quelque chose pour le peuple et par le peuple. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même eu deux formules. Il y a un système de vases communicants, il y a quand même une évolution, je trouve, assez positive. C'est-à-dire qu'il y a eu deux formules qui sont vraiment érodées et qui sont remises à plat. C'est le tous vaccinés, tous protégés. Ouais. Parce que pas mal de laboratoires, pas mal de cabinets d'études ont sorti des résultats comme quoi c'était complètement anti-scientifique. En tout cas, ça reposait sur aucune base scientifique sérieuse. Et la deuxième maxime de notre cher ministre de la Santé, Véran, il n'y a pas d'effet secondaire. Là encore, il y a tout un tas d'études qui sortent aussi bien d'organismes tout à fait officiels comme l'OMS, comme EudraVigilance, comme d'autres sociétés de pharmacovigilance, qui montrent dans des beaux tableaux Excel qu'il y a, en fait, sur l'échelle de l'Europe, rien que sur l'Europe, il y a plus de 2 millions d'effets secondaires. Après, ils sont catégorisés par tranche d'âge, par nature d'effets secondaires. Donc là, il y a deux énormes mensonges qui ont été des mensonges d'État diffusés pendant 2 ans, non-stop, matin, midi et soir, qui sont complètement érodés. Et je pense que quand même une partie de la population de plus en plus éveillée, donc ça ouvre quand même une brèche d'espoir, on va dire. Oui, et puis là, à l'heure actuelle, on voit la vidéo qui est sortie par Project Veritas, qui ont piégé ce fameux directeur R&D de Pfizer, où il avoue lui-même qu'effectivement, là, ils ne comprennent pas pourquoi le vaccin à ARN messager crée tous ces effets indésirables, en tout cas au niveau des menstruations chez les femmes, et que là, peut-être que là, on est en train d'avoir une génération qui est en train de se faire et qui va être vraiment très mal. Donc, eux-mêmes ne savent même pas où ils vont. On a eu le PDG Albert Bourla qui nous a dit lors de la convention de Davos qu'ils allaient sortir 18 produits en 18 mois et que c'était quelque chose de super. Dans ces 18 produits, je crois qu'il y avait 4 vaccins à ARN messager toujours. Et puis d'autres produits. Donc, on se dit, mais quel est le recul? Quels sont les tests qui sont faits? Voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas eu de tests de fait, il n'y a pas eu d'études randomisées à double aveugle comme ça devrait être le cas. J'ai envie de dire, si je pousse un petit peu plus loin le raisonnement et les livres qu'ont écrit le docteur Michel Delorgeril, qui est un cardiologue et émérite, voilà. Lui, dans ses livres sur la vaccination, justement, explique qu'il n'y a jamais eu aucune étude randomisée à double aveugle, jamais, pour aucun vaccin. Donc voilà. Mais il y a des scientifiques qui ont analysé l'étude de Pfizer, justement, et qui l'ont décortiquée, et ils ont mis en avant que tout était une escroquerie, que rien n'avait été fait tel que ça aurait dû être fait. Avec il y a différentes phases à respecter. Rien n'a été respecté, c'est que de la foutaise, du mensonge, une véritable escroquerie. Et ça date déjà depuis courant 2021 déjà que les gens avaient commencé à faire ces analyses. Oui, moi j'ai envie de reprendre un terme scientifique pour tout ça, puisque les non-médecins qui soignent vont devant le Conseil de l'ordre et ils vont pour charlatanisme. J'ai envie de dire, ces laboratoires ont été, notamment pour Pfizer, condamnés pour charlatanisme à plus d'une fois. Il y a des sommes astronomiques, Pfizer étant la société des milliards d'euros. En 10 ans. Ouais. Alors en plus, ils travaillent sur les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire que les laboratoires pharmaceutiques et Pfizer font non seulement des vaccins qui sont en fait des injections, mais ils ont aussi, ils instituent des produits qu'ils vont mettre sur le marché, qui vont être là pour réparer les effets secondaires de leurs propres infections. Donc, oui, en fait, il y a toujours… Ils gagnent sur tous les tableaux, là. Et voilà, c'est toujours la même démarche, c'est toujours le même mécanisme. C'est j'amène un problème. Coucou, j'ai la solution dans votre main. Voilà,
Pfizer a racheté une société qui va être chargée justement d'apporter la réparation des effets secondaires. Bon, la réparation… Après avoir déclaré qu'il n'y avait pas d'effets secondaires. Enfin, et la solution va amener à d'autres problèmes. Et ça, c'est certain. Oui, c'est sans fin. En fait, c'est sans fin pour tous ces gens-là. Et quand tu vois aussi aux États-Unis la communication qu'il y a eu à New York, il y avait eu une campagne de pub sur la myocardite chez les enfants. C'est hallucinant, c'est qu'on te dit ah bah voilà, j'ai 8 ans, j'ai une myocardite, je suis allé chez le médecin, il m'a dit que c'est pas grave, heureusement je suis allé à l'hôpital, on m'a traité ma myocardite, donc c'est pas bien grave. Mais depuis quand il y a des myocardites chez les enfants? Des médecins ont vu des morts-nés faisant des AVC hémorragiques. Les médecins en France, quelques médecins en France qui ont vu ça et dans des services d'urgence d'hôpitaux assez conséquents, ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça en 40 ans de carrière. Et quand on leur demande, mais tu fais remonter les cas, ils disent non, on a ordre de ne pas le faire. Donc il y a un moment donné, tout est sous couvert, tout est undercover, tout est couvert pour justement ne pas affoler, continuer avec ce narratif de tous vaccinés, tous protégés, mais protégés de quoi? Mais tu vois, je suis allée chez mon j'avais 2 cardiologues pendant mes traitements parce que les traitements peuvent affaiblir ton cœur, donc tu as des contrôles. La cardiologue qui n'est pas à l'Institut Curie, pendant le traitement, j'avais fait un contrôle. Mon cœur s'était un peu enflammé. Enfin, il y avait une inflammation. Elle me pose la question tout de suite. Vous êtes vacciné? Oui. Je dis non. Pourquoi? Je dis. Mais voilà, j'avais déjà la réponse. Elle me fait parce que on a vu que les injections pouvaient engendrer des problématiques au niveau du cœur, des myocardites, etc. Ouais. C'est elle-même qui me l'a dit, mais ça, ce n'était pas la cardiologue de l'hôpital. Quand je suis allée à l'Institut Curie, on en reparlera, mais on avait, nous, en tant que patients, des pressions vaccinales permanentes à chaque consultation. Et je suis allée en consultation avec mon cardiologue de l'Institut Curie qui me demande où j'en suis de mon schéma vaccinal. Donc, je lui explique que je ne suis pas injectée. Et là, elle me dit, mais elle me parle violemment en me disant « C'est à cause de vous que les gens meurent, c'est à cause de vous que les lits sont engorgés, c'est à cause de vous qu'on ne peut pas soigner les gens et c'est à cause de vous que les soignants souffrent. » Donc, tu vois, les 2 discours complètement opposés de 2 personnes qui font exactement le même métier. Oui, mais qui n'ont peut-être pas et à 2 instituts différents. Et voilà, qui n'ont pas la même curiosité, j'ai envie de dire. Il y en a un qui est politisé, qui ne réfléchit plus, donc lui, il répète bêtement la doxa qu'on lui a apprise par cœur, en fait. Et puis, il y a un autre médecin qui, lui, fait son travail, j'ai envie de dire, un petit peu plus en conscience, qui, lui, va aller se renseigner, va aller un petit peu creuser. Et il n'y a pas besoin de creuser loin. Voilà, moi, j'ai toujours dit, aujourd'hui, ne pas vouloir voir ce qui se passe, c'est un choix. C'est-à-dire que l'ignorance en 2023 reste un choix. Moi, je vois des gens qui vont faire des recherches pendant des journées entières pour savoir quand ils partent en vacances, où est-ce qu'ils vont, quel est l'environnement dans lequel ils vont être accueillis, est-ce qu'il y a des choses à faire dans le coin, etc. Donc, ils passent du temps là-dessus. Mais pour remettre en question ce qu'on leur envoie dans les merdias classiques, et ben là, ils gobent. Et puis, ils gobent le narratif de tout le monde et ne remettent plus rien en question. Alors, c'est vrai qu'il y a une continuité du narratif officiel, mais en même temps, je dirais qu'il y a une dégradation de ce narratif. Et donc, à un moment donné, il va y avoir un sursaut du bon sens, parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est un discours qui ne pouvait pas être tenu, même si on se met 1 an ou 2 ans en arrière. Quand on nous explique sur des magazines sérieux que des cas d'AVC ou de myocardite peuvent être dus à la présence de poux sur la tête ou à l'excès de consommation de mozzarella et de feta ou des trop longues siestes, trop d'exposition au soleil. Bon, il y a un moment donné, ça va quand même frapper le bon sens commun. En tout cas, je l'espère et je l'imagine. Donc, il y a quand même une dégradation, il y a un glissement du narratif officiel qui repose sur des bases de plus en plus ridicules et absurdes. Oui, mais en même temps, je suis d'accord avec toi, Alexandre. En même temps, si tu veux, pour moi, ça ne réveille pas plus que ça. C'est-à-dire que les gens se disent « ouais, c'est complètement débile ».
Bon, il y en a marre de toutes ces conneries. Ok, ça me saoule, allez, je passe à autre chose. Mais à aucun moment, ils vont aller plus loin dans cette démarche. Il y a des gros collectifs. Là, moi où je suis, on a un très gros collectif de résistants. Mais on voit bien qu'à un moment donné, ça passe quand même. Oui, c'est-à-dire que nous, dans ce gros collectif, on est tous réveillés. Je veux dire, on a tous compris le narratif, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de dire que c'est une fraction de la population. Cette fraction-là est éveillée et elle n'a pas entraîné plus que ça d'autres personnes. Parce que maintenant, les gens sont fatigués. Moi, je connais des gens qui disent « Ouais, non, mais c'est bon, là, ils ne m'auront pas pour la 4e. » Il y en a plein le cul. Tu parles un petit peu avec eux, ils te disent « Oui, c'est vrai, bon, on s'est fait avoir. » Et puis, ça s'arrête là. Il n'y a pas de remise en question Parce qu'ils toute cette arnaque. Ils sont pas allés chercher, donc ils se disent ils m'auront pas, mais ils savent même pas pourquoi ils n'iront pas. Oui. Déjà, s'ils vont pas à la 4e dose, ça stoppe quand même la mécanique, la dynamique des laboratoires pharmaceutiques de Pfizer. Il y a quand même un effet positif. Maintenant, c'est tout à fait regrettable, je suis d'accord avec toi, qu'ils fassent pas l'analyse, un peu la rétrospective, pour voir quand même qu'on nous livre un narratif de plus en plus aberrant et absurde, quoi. Moi, je pense que n'importe quelle personne dotée du bon sens minimum doit réagir à ce narratif, quoi. Quand on t'explique que c'est une exposition au soleil qui va certainement engendrer des risques importants d'AVC ou de myocardite. Je veux dire, on ne sait plus si c'est tragique ou comique, quoi. Il y en a qui y croient là bien. Là, on a une amie qui nous a dit que dans sa famille, une personne est décédée et ce qu'on lui a apporté comme information sur son décès, c'est que parce qu'elle était en Espagne et qu'en Espagne il faisait trop chaud. Mais c'est bien un narratif qu'ils nous ont sorti tout l'été, que la chaleur, la canicule allait engendrer une hausse des problèmes cardiaques, des AVC, et tout tralala. Et donc, il y en a, ils sont capables de nous le ressortir. Oh ben oui, mais t'imagines, elle était en Espagne, il faisait chaud, elle est morte du soleil. Oui. Non, mais... parce qu'en fait, il y a beaucoup d'informations. Je crois que la plus grande guerre qu'on vit en ce moment, en dehors de celle du conflit ukraino-russe, c'est la guerre d'information. On est sans arrêt balancé d'infos tout le temps, en permanence. Tu montes dans ta bagnole, boum, sur la radio. Il y a une chanson, tout de suite derrière, il y a une histoire invraisemblable de quelqu'un qui est mort d'un AVC parce qu'il faisait trop chaud, qui est mort d'un AVC parce qu'il épluchait des carottes. Donc, en fait, c'est repris ce narratif par des grands médias. Et dans la tête des gens, en fait, ça reste ancré ici quelque part, dans l'inconscient. Donc, effectivement, quand eux sont confrontés à ce truc-là, ils disent « Bah ouais, tu vois, j'y croyais pas, c'était tellement con. » Mais finalement, dans mon entourage, il y a quelqu'un qui en est mort. Parce qu'il y a aussi le biais, comment tu as le biais d'autorité. Si tu as un médecin en blouse blanche qui vient, qui te dit « Voilà, bonjour monsieur, bonjour madame, votre conjoint est décédé d'une myocardite due au soleil », tu ne vas pas du tout remettre en question ce narratif-là. Tu vois, en fait, à chaque fois, les biais d'autorité, le consentement qui est fait à partir de ça, ce narratif, il est fait à chaque fois par des biais d'autorité. C'est quelqu'un qui s'occupe de ta santé, donc ça, tu ne le remets pas en question parce que lui sait, toi, tu ne sais pas. La politique, c'est la même chose. Ce sont des politiciens, oh là là, moi, je ne voudrais pas faire leur boulot. Eux, ils savent, nous, on ne sait pas. Mais à un moment donné, stop, en 2023, on ne peut plus raisonner comme ça, quoi. C'est à quel moment, moi, je m'engage dans ma cité. Qu'est-ce que je fais pour ma cité? Est-ce que j'ai envie de laisser cette cité aux mains d'un politicien qui va, lui, agir par intérêt? Ou alors, est-ce que j'ai envie je ne sais pas, de mettre en place un nouveau système? Voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a le narratif qu'on peut analyser comme étant complètement dégradé, mais il y a aussi l'absence d'informations sur certains aspects. Par exemple, je pense à l'autopsie. Quand on voit la difficulté administratives et les obstacles qui s'opposent aux familles qui voudraient faire une autopsie, simplement on veut leur éviter de démontrer en fait la cause principale qui est le vaccin, eh bien en fait c'est un véritable parcours du combattant. Donc ça les gens ne le savent pas, donc ils peuvent pas faire eux-mêmes non plus l'analyse de se dire tiens c'est bizarre quand même, on met des freins pour avoir une autopsie, pour faire les choses de façon scientifique justement. Et d'où viennent ces freins? Ben, ils viennent de la politique. Donc, effectivement, il y a non seulement un narratif dégradé,
de plus en plus absurde, et je pense que là, il y a quand même un réveil du bon sens qui va se faire, mais en plus, il y a une rétention d'informations. Ben moi, je voulais rajouter un truc par rapport à ce narratif-là, où quand tu disais, quand un médecin te dit oui, votre père, enfin bref, est décédé à cause du soleil, on ne remet pas en question. En fait, j'ai l'impression que les médecins eux-mêmes ne vont plus chercher réellement les informations et qu'ils sont eux-mêmes les interprètes de, si tu veux, c'est les médias qui leur disent ce qu'ils doivent dire. Bah, on parlait de comédiens et Alexandre. C'est pas comme ça, normalement. C'est le médecin qui doit, les scientifiques qui doivent dire, oui. Tu vois, et en fait, c'est bien l'inverse qui se passe. C'est le soignant, le scientifique qui te dit ce qu'il a entendu dans les médias, si tu veux. Et on en arrive là, en fait. C'est hyper choquant. Bah, j'ai envie de dire, rien de neuf sous le soleil. Hein. Molière l'expliquait déjà dans Le Malade imaginaire, dans toutes ses pièces. Le médecin malgré lui. Le médecin malgré lui. En fait, bah voilà, pour moi, ce sont des comédiens qui répètent un texte. Et en plus, ils le vivent. Donc ça, c'est génial, tu y crois. Et en plus, ils peuvent le vivre parce qu'ils ont une blouse. Et ils ont fait des études pour ça. Donc quand on leur dit, puisque ce sont des politiques qui viennent alimenter tout ça, les big pharma, etc. Donc, ils ne font que répéter. Ce sont pour moi des répéteurs. On est dans une immense pièce de théâtre et on a des comédiens plus ou moins bons. Quand il est plus bon, on en change, tu vois, on vire Véran et on met Braun. Il nous répète exactement la même chose. Quand on interviewe Véran, bah, il répète le narratif qu'il a dit il y a 2 ans. Il sort un livre en disant « Oh là là, j'étais en dépression, oh là là, le pauvre ». Alors là, on joue sur la carte affective. Bah, je ne sais même pas quel narratif il peut avoir Véran, parce que si on revient sur l'interview face à Berkoff il y a quelques jours et face aux soignants qui, eux, connaissent leur métier, etc., on voit bien que lui, derrière, son narratif, il est zéro. Il n'y a rien du tout, c'est vide. Oui, mais il a fait un discours de politicien quand il a un petit peu essayé de déstabiliser Berkoff. Et Berkoff, c'était même pas un discours. C'était pas un discours. Il posait des questions, il répondait aux questions en posant des questions pour déstabiliser Berkoff sur une histoire qui appartenait même pas à la discussion. Eh oui, c'est de la politique. C'est ça, c'est de la politique. C'est-à-dire, tu me poses une question et je te réponds par une autre question. Comme ça, moi, je gagne du temps pour pas répondre à la question, puis on passe sur autre chose. Voilà, c'est qu'on est dans un match de tennis. Voilà, c'est du sport. C'est un sport, hein, de toute manière. Ce sont des formations, tout ça. Hein, comme il y a des formations de comédiens, bah, il y a des formations aussi pour tenir des discours de l'absurde. Eh oui. Donc, alors, votre rencontre s'est faite, tu m'as dit vaguement, mais j'aimerais qu'on y revienne, Alexandre. La rencontre que vous avez eue avec Stéphanie, comment ça s'est fait? Comment vous êtes rencontrés? Alors, en fait, j'ai invité Stéphanie dans l'appartement là où on est en train de faire notre réunion. Et puis, en fait, j'ai été très rapidement sensible à son sujet, à sa cause, parce qu'en réalité, moi, je viens à l'époque, donc j'étais sur mon 5e film que je terminais. Je fais un ensemble de films qui sont plutôt des fictions jusqu'ici, mais qui sont toujours avec ces sujets transversaux qui traversent les films, qui me tiennent à cœur, ces valeurs fondamentales qui sont la vérité, la liberté, la justice. Donc évidemment, par rapport à toute la dégradation du système de santé, ces 3 valeurs ont été fortement bafouées et agressées. Hein, la liberté, puisqu'on a vu tout un tas de mesures liberticides qui ont été instaurées, où justement, entre autres, on en a parlé tout à l'heure, le citoyen n'avait plus la liberté vaccinale, ou au moins celui qui ne voulait pas se faire vacciner était sous une telle pression que bien souvent, beaucoup ont cédé pour des pressions familiales ou des pressions à l'entreprise, l'impossibilité d'y renoncer en fait. Hein. Ouais. Donc il n'y avait pas déjà cette liberté-là était bafouée et nous respecter cette façon de détruire cette liberté déjà était une entorse complète au serment d'Hippocrate. En ce qui concerne la vérité, là, je crois qu'il y a eu vraiment 2 piliers qui se sont effondrés. On en a parlé tout à l'heure, c'est le tous vaccinés, tous protégés, et il n'y a pas d'effet secondaire. Donc là, on a vraiment eu prise en flagrant délit de mensonge d'État.
tout à fait insupportables, mais qui ont été gobés par une grande majorité de la population, malheureusement. Et enfin, en termes de justice, il faut voir que le parcours du combattant, des familles, on a parlé par exemple de la demande d'autopsie ou des recherches qui sont faites par des familles, ou même quand on voit que dans Eudra Vigilance ou l'OMS, les statistiques qui sont faites, il faut bien voir que là, c'est même pas la réalité, en fait, ces chiffres qui apparaissent dans les beaux tableaux Excel, parce que il faut suivre tout un circuit administratif, un parcours du combattant, suivre des protocoles pour accéder, pour figurer dans les statistiques. C'est-à-dire qu'il faut une sacrée volonté. Déjà, les familles doivent faire face à la peine et au chagrin de perdre un des leurs, mais en plus, peu sont armés psychologiquement pour aller se prendre en plus le parcours du combattant, le parcours administratif, pour figurer dans ces statistiques. Donc, sur les 3 volets, vérité, liberté, justice, ça a été une attaque massive. Alors, quand j'ai vu le cas de Stéphanie, qui a été justement un cas concret, là, c'était vraiment la rupture avec mes films de fiction. Oui. Et là, je suis vraiment entré, on va dire, dans un documentaire. Un cas concret avec un obstacle. Et là, j'ai recueilli toutes sortes de témoignages auprès de ses amis ou de ses collègues et qui ont vu ce qui s'est passé. Je crois que ça a été vraiment la scène choc, en fait. C'est-à-dire, pour la première fois en France depuis je sais pas combien de temps, on n'a jamais vu ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une patiente qui avait besoin de soins, qui est devant un hôpital, l'Institut Curie, sur les marches de l'hôpital, qui se voit barré, et les personnels soignants et le personnel administratif de l'hôpital fait appel à la BAC, la police, comme si c'était une personne dangereuse, quoi, une terroriste. Non, mais là, franchement, c'était à dormir debout, cette histoire. Et c'est vraiment, encore, c'est la partie visible de l'iceberg, parce qu'il y a eu tellement de drames dans les EHPAD, avec le remdesivir, enfin, une hécatombe, quoi. Toujours sous couvert de 2 slogans complètement mensongers. Donc, en fait, ton court-métrage va parler de l'histoire de Stéphanie. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre dedans? Alors, sans évidemment, tout révéler, hein, bien sûr. Mais... Oui, le centre de l'histoire, c'est vraiment la dénonciation de la déficience du système de santé autour du cas concret de Stéphanie, puisque ça génère beaucoup de choses autour de du parcours de Stéphanie. Il y a aussi en transversal comment évolue une patiente qui avait plutôt foi en la médecine classique à l'origine, oui, et qui a par nécessité a vu ses centres d'intérêt se détourner, aller vers les médecines alternatives, les médecines. Alors moi, je ne saurais pas rentrer dans les détails, Stéphanie il en parlerait mieux que moi, mais en tout cas, comment aussi est arrivé de façon transversale pour beaucoup de gens, je pense, en fait, une méfiance et un discrédit de la médecine classique, une méfiance par rapport aux laboratoires pharmaceutiques, une méfiance par rapport aux mensonges d'État. Donc en fait, c'est tout ça qui va être mis en valeur et dénoncé dans ce film, appuyé par des pièces très concrètes, hein, puisque Stéphanie a pu me fournir beaucoup de vidéos, des pièces avec des lettres, une lettre très touchante d'un couple qui était habitué, monsieur et madame Vincent, qui étaient habitués, qui étaient des donateurs de l'Institut Curie pendant des années. Une fois qu'ils ont connu l'histoire de Stéphanie, ils ont stoppé, mais ils n'ont pas stoppé brutalement en étant bouche muée, en étant muets. Mais c'était ce qui est très fort de leur part, c'est qu'ils ont fait une lettre très incisive à l'Institut Curie. Ils ont expliqué la raison de leur arrêt de donation. Et ça, c'est très fort. Et ça, ce sera un des moments du film aussi. Donc, Stéphanie m'a fourni tellement de documents entre les vidéos, aussi la lettre de son oncologue le soir même, le 3 décembre 2021. L'avocat. C'est ça, de l'avocate à l'oncologue, c'est ça. Merci de me reprendre. Donc, en fait, à partir de là, on veut faire vraiment une démonstration. Ouais, et on va parler aussi, au-delà de la destruction du soin, montrer vraiment les conséquences de cette destruction du soin en France sur le patient, en fait. Et que mon cas n'est pas un cas isolé et cautionner, en fait, ce qui se passe, le fait que, voilà, on supprime des lits, qu'on suspende des soignants, etc. Finalement, qui en pâtit au bout du bout? C'est nous, c'est les personnes, en fait. Et c'est ce qu'on va aussi montrer parce qu'il y a des gens, ils ont arrêté leur traitement, ils sont morts, il faut le dire clairement, parce que des opérations tardives et
absence de soignants, donc peuvent pas aller au bout de leur traitement ou aller chez le kiné parce que leur soignant est suspendu. C'est dramatique, dramatique. C'est dramatique et en plus, je vais rebondir là-dessus, c'est dramatique et c'est fait exprès. C'est ça qui est vraiment à gerber dans cette histoire. C'est que tu te rends compte que finalement, Macron a supprimé 17 000 lits, même peut-être plus. Je veux dire, mais avant lui, tout le monde, tous les autres présidents ont supprimé des lits. On a vu un système de santé dont on était fier quand même dans le monde. Hein. On avait un système de santé qui était quand même vachement bien ficelé, ça fonctionnait bien. J'ai envie de dire, on avait de super soignants voilà, qui pouvaient faire leur métier dans de bonnes conditions. Et puis, on a vu tout ça se dégrader, des soignants qui n'ont plus le temps, qui sont à bout, qui viennent bosser avec des sacs poubelles, qui n'en peuvent plus, puis qui n'en peuvent plus. Il y a aussi le fait que ce ne sont pas des gens qui vont dire, bon, bah, nous, on fait grève, donc on est désolé, mais l'hôpital, il est fermé, allez ailleurs. Parce qu'ils ont ce devoir de soins. Donc, derrière, on a un exécutif qui connaît tout ça. On a des cadres dans l'exécutif, dans ces hôpitaux, qui savent tout ce mécanisme et qui contribuent à la destruction de tout ce système. Hein. Je veux dire, on a laissé partir 15 000 soignants et encore 15 000 officiels, j'ai envie de dire, il y en a tellement beaucoup plus. Et les collègues les regardaient par la fenêtre partir. Et tu te dis, mais putain, quoi, on a bossé pendant des années ensemble. Et, ça vient des ennemis, quoi. Voilà, et parce que moi, j'ai fait un choix de ne pas vouloir injecter quelque chose, tu me renvoies. Tu te fais lyncher. Tu te fais lyncher, mais en plus, ils sont renvoyés. Ils sont mis à pied quelque part parce qu'ils ne sont pas licenciés. Ils ne touchent pas aucune aide, que dalle. Et on a des syndicats de merde, à part les voir défiler dans la rue, qui ne font rien et qui n'ont rien fait pendant plus de 3 ans. Les syndicats, coucou. Voilà, à quel moment ils sont allés défendre des salariés là, en dehors de quelques avocats. En dehors de, tu vois, il y a eu des avocats comme Maître Divisio qui explique qu'il a défendu en première instance pas mal de personnes, mais qui a perdu quasiment tous ses procès, hein, si je me souviens. Il les a perdus en appel, parce que bien évidemment, ces institutions font appel et gagnent en appel. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté de laisser ces gens crever. Et moi, j'ai envie de leur dire, oh les mecs, laissez tomber, faites autre chose, quoi. Tournez la page. Si vous êtes vraiment soignant, que c'est votre délire et que c'est votre kiff, allez kiffer de soigner les gens autrement. Il y a d'autres choses, il y a d'autres métiers de soins où vous serez peut-être mieux reconnu, mieux, même voire mieux payé, tout simplement, mais en tout cas reconnu. Et j'ai envie de dire, là, on est le seul pays au monde qui ne veut pas réintégrer ses soignants. Donc, à un moment donné, voilà quoi. Exactement. Et d'ailleurs, je trouve qu'on peut reboucler sur on a une double dystopie citoyenne, en fait, parce qu'en réalité, il y a d'une part l'autorité de la blouse blanche. Donc, pour le citoyen lambda, c'était impossible de remettre en cause l'intégrité et l'efficacité, la bonne volonté de la blouse blanche. Et puis, l'autorité politique, c'est-à-dire c'est aussi inconcevable qu'on ait à ce point un président qui déclare la guerre à son peuple, à ses citoyens. Donc, c'est inconcevable parce que ça, c'est une double dystopie parce que le peuple a toujours considéré qu'il avait à sa tête une élite et un gouvernement qui étaient là pour défendre ses intérêts. Mais c'est là où il se trompe. Pour moi, c'est là où il se trompe. Oui, c'est là où il se trompe. Parce que le fait de voter, quand on regarde vraiment le fait de voter, qu'est-ce qu'on fait en fait? On choisit simplement son bourreau. Comme dit Étienne Chouard, on ne vote pas, on élit. Ouais, voilà. On n'élit rien du tout. On fait une élection. C'est pour qui les plaçons, ils sont placés. Voilà, ça aussi c'est un autre sujet. Mais je pense que justement avec cette double dystopie, ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, ça explique peut-être l'immobilité et la passivité de la masse de la population par rapport au fait qu'on est le dernier pays au monde à ne pas réintégrer nos soignants suspendus. C'est vraiment invraisemblable, c'est complètement scandaleux. On a des soignants, plus de 15 000, comme tu disais, parce que 15 000, c'est peut-être le chiffre officiel. Mais en réalité, ça émeut personne.
Non. Enfin, personne ou très peu, on va dire. Très Justement, peu. je crois que c'est à cause de cette dystopie. Il y en a, ils sont même… C'est même pas envisageable, c'est même pas imaginable que le gouvernement, les laboratoires pharmaceutiques et l'autorité médicale soient à l'encontre de leurs intérêts. Je veux dire que là, il y a une impossibilité au niveau carrément. Mais il y en a, ils ne sont pas du tout au courant. Il y en a, ils ne sont pas au courant. Quand tu leur parles de ça, ils découvrent, ils tombent des nues. Enfin, tombent des nues, non, ils s'en foutent complet. Mais quand tu leur dis, en plus de ça, ils n'ont pas le chômage, ni le RSA, ni rien, ils n'y croient pas. Ils disent, mais non, mais c'est pas possible quand même. C'est des conneries. Et sans compter l'absence totale, comme tu disais, des syndicats, parce que là, il y a carrément c'est le droit du travail qui a été carrément oui, pas seulement la justice. Bah oui. Là, on se croirait aux États-Unis dans une mauvaise série où le flic est obligé de rendre sa plaque et son flingue et il est mis à pied sans solde. En fait, c'est exactement ça, quoi. Ils ont rendu leur plaque, leur blouse blanche, ils sont mis à pied sans solde et pour combien de temps? Voilà, et aucun syndicat ne s'est levé contre ça. Mais comment tu peux leur faire confiance? On a bien constaté par cette démonstration qu'ils sont ils sont pas du côté des employés, des salariés, ils sont dans l'autre camp. On peut plus le nier maintenant. On peut plus le nier. Ils ont fait cette démonstration. Là, ils ont fait les beaux pour la fameuse retraite, qui on sait d'ailleurs personne ne va toucher de retraite. Donc, ils sont là pour défendre des causes qui servent à rien parce qu'au final, on n'aura plus de retraite et on le sait très bien. L'objectif, c'est d'en arriver là. Et monsieur Klaus-Schwab en parle dans son livre. Il faut lire les livres de Klaus-Schwab puisque dedans, il explique tout ce qu'il va faire. Et notamment, il parle des retraites, des métiers qu'il veut faire disparaître. Tout est indiqué. Oui, de toute manière, ce livre Covid-19, la grande réinitialisation, effectivement, il faut le lire. Voilà. Il y a aussi la 4e révolution industrielle tout à fait. qui est à lire aussi. Oui, comme ça met vraiment plus que la puce à l'oreille. On sait où on va. De toute manière, on sait qu'on va vers l'industrialisation 4.0 est déjà en route. On sait que les IA, les intelligences, artificielles sont de plus en plus au point. Il y en a qui s'étonnent qu'elles soient psychopathes, mais moi j'ai envie de dire, elles sont créées par des psychopathes, donc effectivement. Et à terme, c'est elles qui vont décider de ce que l'humain va continuer à faire sur cette planète. Donc, à un moment donné, il va vraiment falloir se réveiller et pas juste faire des manifs, pas juste monter des collectifs, mais vraiment y aller pour changer ça. Parce que sinon, là, on les laisse faire, quoi. On parle clairement, et même dans le livre, il parle de transhumanisme, de la robotique, etc. Mais il le dit clairement. Ça ne veut pas dire qu'on va créer des robots, etc. C'est vous qui allez devenir des robots. Il l'explique clairement. De par la manière dont on va vivre, ce qu'ils vont exiger de nous, on va devenir de véritables esclaves. Bien sûr. Des véritables esclaves. Et le transhumanisme, de par toutes les perturbations de notre corps au niveau ADN, etc., à travers les injections, à travers les pollutions, à travers toutes les agressions qui incombent à notre corps, à notre cerveau, etc., les ondes, les 5G, tout tralala. Tout ça, c'est le transgenre, tout est. Il y a un faisceau de convergence. Tout est ficelé. C'était de toute façon qui a glissé progressivement de façon tellement insidieuse et perfide que nous, en fait, pour la plupart, même chez les résistants, on découvre les effets négatifs simplement à travers la crise du Covid qui a été qu'un accélérateur, en fait. C'est ça. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses dont on se doutait, qu'on savait, qu'on avait lu à droite à gauche, mais le fait de vivre ça, le fait de vivre cette dictature, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre mot, on est en dictature depuis mars 2020, quand bien même qu'on y soit avant, mais là, vraiment, ça a été clairement posé. Et depuis, on ne cesse de continuer de vivre dans cette dictature. Je veux dire, ils accélèrent des choses, ils les freinent. Alors, on fait quoi? C'est la guerre, hop, il faut faire des provisions. Après, non, on nous explique qu'on va manquer de pellets pour les poêles à granules. Hop, il faut en racheter. Ça coûte une blinde finalement. Non, on nous les livre. Non, mais c'est ça. Choqué, déchoqué. On est tout le temps dans ce… Quand tu parles là du cerveau, justement, d'ailleurs, tu parlais du subconscient. Effectivement, tout ce